Voilà, nous venons donc de vivre un moment important de cette séance plénière du Parlement européen, donc avec la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron à l'occasion de la présidence française du Conseil des ministres de l'Union européenne. Moment politique important puisque ce discours était attendu, rien de nouveau n'a été dit sur le fond. On connaissait déjà les priorités de cette présidence française qui avait été annoncée notamment dans la conférence de presse du 9 décembre. Ceci étant, c'était un discours qui était important de prononcer devant les parlementaires européens. Comment est-ce que vous avez vu ce discours? C'était plein d'entrain, plein d'élan. Gilles Le Breton, Emmanuel Macron, dans son discours, a parlé des différents défis, selon lui, qui font face à l'Europe pour les prochaines décennies, même actuellement. La question de la démocratie qui est challengée actuellement, la question du progrès à cause du défi climatique et de la relance, la question de la paix qui est menacée aux frontières, notamment à l'Est. Est-ce que vous retrouvez Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ces défis? Moi, je pense que c'était un discours sans allant et qui était très, très en retrait de son discours de la Sorbonne de 2017. Alors, j'en ai plusieurs preuves, hein. Il n'a pas trop osé aujourd'hui parler de souveraineté européenne, alors qu'on le sait, quand il s'exprime en France, devant un public franco-français, eh bien, il n'hésite pas à le faire. Là, il n'a pas osé parce qu'il sait très bien qu'il aurait froissé un certain nombre d'États membres. Donc, il a parlé simplement de faire de l'Europe une puissance qui est en retrait. Et il a même conclu son discours vers la fin, je crois que peu de personnes l'ont noté, en soulignant qu'il était favorable, je cite, au respect de la souveraineté de tous les États européens. Donc, vous voyez, quelle différence par rapport à son programme de souveraineté européenne. Donc là, il est rattrapé par les réalités. En réalité, il ne peut pas faire comme ça tout seul ce qu'il veut. Pour le coup, il a défendu ce qu'il appelle plutôt l'autonomie stratégique européenne, la capacité de l'Europe à produire elle-même, la réindustrialisation. C'est ça qu'il entend par souveraineté, non? Et moi, je ne suis pas hostile à une forme d'autonomie stratégique, ça dépend ce qu'on met dedans. En revanche, je suis radicalement hostile, comme mon groupe, à l'idée de souveraineté européenne et je constate avec satisfaction qu'il n'a pas osé reprendre ce qui pour moi est un délire aujourd'hui. Alors, il a également été très très décevant quand il a évoqué l'idée d'actualiser la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne parce que c'est un discours de pure communication. Il sait très bien qu'il y aura jamais l'accord de tous les États membres de l'Union européenne pour procéder à cette révision de la charte, surtout pour y instaurer un droit à l'IVG, puisque l'Union européenne repose sur sa diversité, donc le respect de traditions. Et en matière d'avortement, on le sait bien, hein, certains États membres ne sont pas prêts à admettre un droit à l'IVG. Donc, pourquoi faire de la provocation en parlant de ça? Alors, il a parlé d'IVG, effectivement. Peut-être pour se racheter un petit peu, justement, comme le disait David Cormand, du soutien du groupe Renew à la candidate du PPE, pardon, à la présidence du Parlement européen, qui est ouvertement anti-IVG. Mais il a aussi dit qu'il voulait revoir la charte des droits fondamentaux pour y rajouter aussi les droits environnementaux. C'est quelque chose auquel vous seriez opposé également, Gilles Le Breton? Bon, c'est-à-dire, oui, j'y serais opposé en ce sens que c'est très important l'environnement, hein. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les droits de l'homme et le respect de l'environnement. Ce sont deux choses différentes. Or, la charte des droits fondamentaux, c'est la charte des droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, il faut protéger l'environnement, mais par des textes juridiques distincts. Moi, je ne suis pas pour tout mélanger. Je reviens vers vous, Gilles Le Breton. Emmanuel Macron a réinsisté dans son discours sur l'un des sujets sur lesquels il veut axer en partie aussi la souveraineté européenne, pour reprendre les termes qu'il utilise et que vous contestez, en parlant du pacte migratoire européen, la volonté de retrouver une maîtrise dans la circulation à l'intérieur des frontières de l'Union européenne et une meilleure protection des frontières extérieures. C'est quelque chose avec lequel vous devriez être d'accord, non? Oui, mais le problème, c'est qu'en réalité, contrairement à vous, je pense qu'il a très peu parlé d'immigration aujourd'hui, hein. Si vous faites le bilan sur les 30 minutes de son discours, je pense qu'on n'a même pas 1 minute 30, ce qui est quand même trop peu pour un sujet aussi important. Moi, je pense qu'il a conscience que le pacte migratoire proposé par la Commission suscite beaucoup de réserves de la part de plusieurs États membres, et donc il s'est montré étonnamment prudent aujourd'hui. Alors moi, je m'en réjouis parce que je pense que ce pacte migratoire est une très mauvaise chose. Moi, je suis d'accord avec l'objectif qui consisterait à renforcer le contrôle de nos frontières extérieures pour éviter qu'un certain nombre de migrants illégaux n'entrent impunément. Mais malheureusement, ça n'est pas la philosophie profonde du pacte migratoire européen. Ah bon? Pourtant, c'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. C'est exactement ce qu'il a dit. Maîtriser les flux migratoires illégaux à nos frontières. Sur l'objectif, je suis d'accord, mais malheureusement, c'est dû en même temps.
Macron dit ça, et puis dans la réalité, il va faire l'inverse. Parce que s'il veut promouvoir le pacte migratoire européen, il faut que les gens le sachent, ce n'est pas du tout un esprit d'arrêter les migrants, c'est au contraire un esprit inverse d'organiser l'immigration. De réguler. Tout à fait différent. Oui, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Enfin, réguler, organiser, ça veut dire qu'on fait toujours entrer plein de migrants. Alors, je voudrais quand même vous donner un chiffre, moi, parce que en matière d'immigration, c'est intéressant, les chiffres. Je me rappelle qu'en 2015, le commissaire qui s'occupait de l'immigration, qui était le grec Avramopoulos, avait donné des chiffres, justement. Il avait annoncé qu'on avait besoin, pour faire face à notre déficit démographique, de 50 millions de migrants à l'horizon 2060. Vous pouvez vérifier ces chiffres, hein. Ils sont tout à fait officiels. Ils n'ont jamais été démentis depuis. Donc, en réalité, l'analyse de la Commission, elle est très claire. On souffre d'un déficit démographique, ce qui est vrai, hein, particulièrement pour des pays comme l'Allemagne. Et la solution qu'a imaginée l'Union pour y faire face, ce n'est pas du tout de développer, d'encourager les États à développer des politiques natalistes. Ce qui est la solution que je préconise, c'est d'ouvrir grande la porte à l'immigration. Alors bien sûr, à une immigration qui serait davantage choisie dans son esprit que celle que l'on subit, mais pour moi, ça reste tout à fait inacceptable. Et le pacte migratoire européen, c'est ça. Puisqu'on parle de migration, il y a une nouvelle frontière extérieure de l'Union européenne qui est née, si je puis dire, ces dernières années, c'est la Manche. Depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, là aussi, Emmanuel Macron a eu un mot tout à l'heure pour Boris Johnson en rappelant les Britanniques au respect de la parole donnée et des signatures apposées. Je pense notamment à la question des quotas de pêche, mais aussi à la question migratoire. Là aussi, Emmanuel Macron a l'intention de faire avancer l'Union européenne dans le sens d'un nouveau pacte migratoire avec le Royaume-Uni pour gérer la question aux frontières. David Cormand, Gilles Le Breton, c'est quelque chose sur lequel l'Union européenne doit avancer, peut avancer pendant la présidence française ou pas? Le fait que la France, l'Union européenne, ne doit plus être le garde-frontière du Royaume-Uni, c'est un truc que j'ai entendu d'à peu près toute la classe politique. Gilles Le Breton, vous aussi, vous devriez être d'accord avec ça. Est-ce que l'Union européenne doit être ferme avec le Royaume-Uni? La France doit être ferme déjà pour commencer avec le Royaume-Uni. Elle ne l'a pas été. Donc malheureusement, je pense que l'Union européenne ne le sera pas davantage sous la présidence d'Emmanuel Macron. Mais oui, en effet, je pense qu'il faut parler avec franchise et fermeté au Royaume-Uni. Alors notamment en matière de pêche. Moi, j'aimerais rebondir sur la pêche. Il y a un certain nombre de licences de pêche qui n'ont pas été délivrées à nos pêcheurs français. Et c'est dû au fait que les clauses du traité que nous avons signé avec le Royaume-Uni était probablement un peu flou sur la question. Malheureusement, le travail n'a pas été aussi bien fait qu'on le pensait et le Royaume-Uni s'est engouffré dans la brèche pour donc contester maintenant un certain nombre de licences. Donc là, en revanche, je pense que sur ce point, qui est un problème plus technique, mais évidemment très important pour nos pêcheurs, je pense que Emmanuel Macron pourrait peut-être faire avancer les choses en tant que président de l'Union, mais s'il accepte de se départir de son attitude d'arrogance qui nous dessert constamment. Alors sur l'immigration, donc je suis d'accord globalement pour dire qu'on n'a pas à être garde-frontière du Royaume-Uni. Évidemment, on a déjà suffisamment de mal à garder nos propres frontières comme ça. Mais j'insiste sur un point, c'est que en matière d'immigration, la plupart des migrants, ce ne sont pas des migrants qui viennent se réfugier, hein, contrairement à ce qu'a dit M. Cormand. Tout le monde le sait, la grande majorité des gens qui viennent chez nous, ce sont des migrants économiques. Et c'est d'ailleurs le cas de ceux qui veulent aller au Royaume-Uni. Ils veulent y aller pour gagner leur vie, etc. Mais ce ne sont pas du tout des réfugiés. Donc il faut quand même mettre des points sur les i. Il ne faut pas maquiller la réalité. Emmanuel Macron a aussi réinsisté sur quelque chose qui a beaucoup fait débat à l'agenda européen ces dernières années, notamment dans le cadre du plan de relance, c'est la conditionnalité des aides européennes au respect de l'état de droit. Et là, Emmanuel Macron vise très directement, d'ailleurs le Parlement européen est aussi allé dans son sens dans les négociations sur le plan de relance, il vise très directement ce qu'il appelle les démocraties illibérales. Il fait référence à la Pologne, à la Hongrie. Ça vise très directement votre camp politique, Gilles Le Breton. Vous comprenez cette volonté d'Emmanuel Macron d'être ferme avec ces gouvernements-là? Sur les valeurs, en l'occurrence, notamment celle dont parlait David Cormand tout à l'heure? J'ai bien compris son discours, mais évidemment, je n'en partage pas les conclusions, Je hein. me doute. Moi, je pense que ce système de conditionnalité est extrêmement dangereux, hein. Ça consiste à subordonner le versement de l'argent européen au respect d'un certain nombre de valeurs. Mais on est très flou sur le contenu de ces valeurs. Et j'en veux pour preuve que ces derniers temps, dans les textes européens,
on a ajouté subrepticement quelque chose à l'intérieur des valeurs européennes, qui serait une composante de l'état de droit, c'est le principe de primauté du droit de l'Union. Ouais. Maintenant, la Commission de Bruxelles nous explique que le principe de primauté du droit de l'Union, ça fait partie de l'état de droit au sens européen. Alors, c'est bien la preuve de la réalité de ce que j'ai toujours dit, c'est que ce concept d'état de droit, lorsqu'il est utilisé par l'Union européenne, est un concept flou et fumeux. C'est une arme de guerre idéologique dirigée contre tous ceux qui ne partagent pas la conception actuelle de l'Europe. Pour le coup, il y a la Commission européenne que vous contestez, il y a aussi la Cour de justice de l'Union européenne, c'est aussi une jurisprudence des juges. Alors, vous savez, j'ai pas plus de respect pour la Cour de justice de l'Union que pour la Commission de Bruxelles. Hein. Ouais. Je vous rassure tout de suite. La Cour de justice, c'est elle qui a inventé le principe de primauté, je vous signale, dans un arrêt Costa de 1964. Ce n'était pas dans les traités. Costa contre Enel. Ouais. Donc, je n'ai aucune expérience dans la Cour. Gilles Le Breton, je précise que vous êtes professeur d'université, spécialiste de droit public. C'est aussi pour ça que vous parlez avec beaucoup d'aisance de ces sujets-là. J'ai une dernière question pour vous deux, et ensuite je vous libère en vous remerciant. La présidence, enfin bon, l'élection présidentielle française, qu'on le veuille ou non, perturbe énormément cette campagne, cette présidence française de l'Union européenne. On en a beaucoup parlé. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans l'hémicycle. Les orateurs qui se sont succédés français n'ont pas mâché leurs mots contre Emmanuel Macron, vu aussi comme un candidat à sa propre succession. Est-ce que vous pensez que c'est un handicap pour la présidence française de l'Union européenne qu'elle ait lieu pendant la présidentielle, ou est-ce qu'au contraire c'est une force de se dire après tout c'est la stabilité des institutions européennes qui se fichent un peu des calendriers électoraux de chacun des pays? Gilles Le Breton. Oui, ben, je crois que c'est une grande malchance pour l'Union européenne que d'avoir un président candidat comme président de l'Union. On voit bien que les cartes sont brouillées et aujourd'hui on parlait par moments davantage des enjeux nationaux que des enjeux européens. Donc, je pense qu'on aurait dû repousser la présidence française pour tenir compte de cette situation. Et en plus, ça fausse, il faut bien le dire, la campagne électorale, en accordant au candidat Macron un temps de parole en tant que président de l'Union. Donc, ça viole en quelque sorte les règles électorales françaises. Moi, j'aimerais quand même terminer sur une note d'optimisme en vous disant que je suis, comme mon groupe, attaché à l'état de droit, mais pour nous, l'état de droit, c'est le respect des traités qu'on a signés, des constitutions nationales. Et aujourd'hui, je constate que ça n'est pas respecté, puisque le président Macron a annoncé sa volonté sur une Europe de la santé. Or, la santé, d'après les traités, c'est une compétence nationale, donc c'est une violation. Et il viole aussi la Constitution nationale française à chaque fois qu'il évoque l'idée de transformer l'Union en Europe souveraine, en Europe puissance, puisque les articles 3 et 5 de notre Constitution de 1958 eh bien, prévoient que la seule souveraineté qui existe, c'est la souveraineté nationale du peuple français et donne au président de la République le rôle de protéger cette Constitution, ce qu'il ne fait pas. Merci Gilles Le Breton, donc eurodéputé du groupe ID, donc équivalent du Rassemblement national en France, et David Cormand du groupe Les Verts, donc Europe Écologie Les Verts en France. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite une bonne fin de journée.